Merci à la FHF aussi, une petite mention spéciale pour Marie et à l'adresse de me permettre aujourd'hui de vous présenter un peu ce qu'est justement la médiation professionnelle. Donc on va commencer, et surtout les apports qu'elle peut avoir en termes de management hospitalier. On va commencer par quelques définitions parce que ça me semble important qu'on détaille un peu ce en quoi ça consiste, tout simplement parce qu'aujourd'hui on entend parler de médiation un peu à toutes les sauces, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose. Donc on va commencer par ça. Alors la médiation professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'intervention d'un tiers qui a été formé, le médiateur professionnel. Ce tiers va aider les personnes qui sont face à lui à instaurer, à entretenir ou à restaurer les fondamentaux d'une entente, donc d'une discussion. Discussion qui va être fondée sur la liberté de décision qui s'entretient dans le cadre d'une dynamique conflictuelle, mais pas seulement. Ça peut aussi être une situation à résoudre, tout simplement. Il peut y avoir une relation polémique, mais ça peut aussi être l'amélioration ou la définition d'un projet en cours. L'ingénierie relationnelle, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie relationnelle? C'est l'ensemble des techniques et des méthodes discursives qui vont permettre à toute personne formée à ces techniques d'intervenir dans le champ des relations. C'est indissociable de la recherche en qualité relationnelle, bien évidemment, mais c'est aussi indissociable de la démarche éthique qu'on peut rencontrer dans la vie des organisations, quelles qu'elles soient. Le code de déontologie et d'éthique des médiateurs définit la médiation professionnelle de la façon suivante. La médiation professionnelle est un processus d'aide à la décision visant à la responsabilisation et à l'autonomie des personnes, qu'il s'agisse ou non d'une situation conflictuelle. On voit bien que là, on ne parle pas de médiation uniquement quand il y a un conflit. La médiation en tant que telle consiste à permettre aux parties en situation conflictuelle de trouver une solution négociée, mais négociée de manière contributive. On verra tout à l'heure la différence entre la contrainte et la contribution, c'est-à-dire de trouver un accord qui puisse être pérenne, respectueux des personnes, mais respectueux également de leurs intérêts. Donc la médiation professionnelle, c'est un processus qui est structuré, rigoureux, et qui va permettre de rationaliser chaque élément du conflit, et notamment l'émotion, le domaine émotionnel, ce qui alimente le conflit. La médiation, de façon classique, quelle que soit l'école de médiation, va se traduire par des entretiens individuels dans un premier temps qui auront pour objectif de préparer la réunion de médiation qui mettra en présence les parties. L'approche utilisée en médiation professionnelle, elle est basée sur les mécanismes de la qualité relationnelle. Pour cela, nous utilisons la méthode SIC, qui est un outil d'évaluation des structures et des interactions en communication. Cette discipline donc, de la qualité relationnelle, qui est la médiation professionnelle, a deux objectifs. Elle poursuit deux objectifs généralistes. Le premier, c'est d'avoir une approche scientifique de la résolution de conflits. Le second, c'est de développer la qualité relationnelle, quelles que soient les organisations. En matière de management, la médiation professionnelle, donc la discipline de la qualité relationnelle, c'est important, c'est indissociable, ces deux éléments-là, va permettre d'améliorer tout ce qui relève de l'accompagnement au changement, de la prise de décision et de la négociation. Là encore, en termes d'accompagnement individuel ou collectif, cette approche-là permet d'avoir des résultats très, très intéressants. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Un médiateur professionnel doit adopter une posture qui va reposer sur 4 piliers essentiels, que sont l'indépendance, la neutralité. Neutralité, c'est par rapport à la solution que vont trouver les parties en conflit. L'impartialité, bien évidemment, et surtout la confidentialité. Le médiateur est le garant de la confidentialité. C'est pour ça que dans un compte-rendu de médiation, on ne verra jamais l'intégralité. Ce n'est pas un procès-verbal, on ne va pas refaire l'historique de tous les échanges qu'on a pu avoir. Le médiateur est vraiment garant de la confidentialité et ne restera dans le compte-rendu de médiation que la solution trouvée par les parties. Ce médiateur professionnel, il a suivi une formation complète auprès d'une école certifiée, qui est l'école professionnelle de la médiation et de la négociation.
Son exercice est encadré par une chambre, la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, et il intervient et il respecte bien entendu un code de déontologie et d'éthique qui s'appelle le Codéum. Le processus de médiation, en quoi consiste-t-il? Alors de façon très synthétique, parce que je ne vais pas vous dresser vraiment toutes les étapes du processus ici, ce n'est pas le lieu, mais de façon très synthétique, le médiateur intervient pour aider à l'expression des mots, mais les mots, vous l'avez vu, c'est MAUX, ce n'est pas une faute de frappe. Il va aider à l'expression des mots et à la décision, mais à la décision librement concertée. Pour cela, il va responsabiliser, il va impliquer les parties en présence. On n'est pas dans un accompagnement où on entretient la victimisation ou je ne sais quoi d'autre. On est vraiment dans un processus où on va responsabiliser et impliquer nos interlocuteurs. Tout cela leur permettra d'aboutir et de trouver ensemble une solution négociée mais de manière contributive, c'est-à-dire basée sur une libre décision. La notion de qualité relationnelle, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, elle repose tout simplement sur l'état des relations préexistantes entre les personnes, que ce soit entre deux personnes ou dans le cadre collectif, ça fonctionne aussi. Quand on est dans une situation de confiance, et ça c'est quelque chose d'important, c'est ce sur quoi travaille le médiateur professionnel. Quand on est dans une situation de confiance, on est dans un cadre d'une qualité relationnelle optimale. Tous les indicateurs sont au vert. On va avoir reconnaissance de la bonne intention, on va avoir une bonne intention de soi-même, on est toujours empli de bonnes intentions à son égard. Reconnaissance de prêts d'intention positifs aussi, si on fait confiance à la personne, tout ce qu'on va décrypter dans ses faits et gestes vont nous apparaître comme des éléments positifs. Et nous aurons envie de contribuer, d'apporter notre contribution, donc de soutenir la personne. Quand la qualité relationnelle est moyenne, quand elle se dégrade, ce qui peut aller très vite d'ailleurs, là, on va avoir un mécanisme, on ne sera plus sur un mécanisme de reconnaissance. La confiance, c'est le mécanisme de la reconnaissance. Qualité relationnelle optimale, donc on est sur la reconnaissance positive. Tous les éléments du conflit n'existent pas. Nous n'avons que des choses positives à dire et à penser à l'égard de l'autre. Dans une situation dégradée, en revanche, on peut avoir des prêts d'intention qui vont devenir négatifs, ou alors des interprétations qui vont être négatives. Par exemple, il me dit bonjour d'une drôle de façon ce matin. Je ne sais pas ce qu'il me veut là. Il va me chercher des poux dans la tête. On ne sait pas ce que pense l'autre, mais la simple tonalité de sa voix, le simple petit bonjour qu'il a prononcé à notre égard le matin peut induire une interprétation négative. Et la contribution, dans un contexte de qualité relationnelle dégradée, la contribution, elle n'y est pas forcément non plus. Et quand on arrive, là on est au stade de la défiance, et quand on franchit l'étape supérieure qui amène au stade de la méfiance, là on est vraiment dans une qualité relationnelle complètement dégradée, on n'a plus du tout de reconnaissance, c'est pas la bonne version du diaporama, vous m'excuserez, j'avais fait une petite correction, on n'a plus de mécanisme de reconnaissance, au contraire on est dans une dynamique de surenchère à tous les niveaux, c'est-à-dire que les prêts d'intention ils sont plus positifs, ils sont négatifs, mais on va en plus les amplifier. Les interprétations, elles sont négatives aussi, mais elles vont être démultipliées. Et on ne va plus parler du tout de contribution, mais on va parler de contrainte, uniquement de la contrainte. Donc, pas de reconnaissance au stade de la méfiance, mais surenchère. Tous les mécanismes de la surenchère sont en place. Et le travail du médiateur, vous le voyez au travers de cette flèche, ça va être justement de ramener ces interlocuteurs sur le terrain de la rationalité, en les impliquant, en les responsabilisant, comme je le disais tout à l'heure, pour dénouer petit à petit tous les mécanismes du conflit qui se sont mis en place et pour ramener ces interlocuteurs sur le terrain de l'entente, sur le terrain d'une discussion possible, ce que nous appelons en médiation professionnelle l'inimaginable discussion. Le travail du médiateur intervient à ce niveau-là et on revient au stade de la confiance. Je ne suis pas en train de vous dire que les personnes redeviennent les meilleurs amis du monde, ce n'est pas l'objet. En tout cas, elles retrouvent les bases d'une discussion et d'un dialogue qui va leur permettre d'aboutir elles-mêmes à leurs solutions. C'est
le mécanicien de la relation, en fait, le médiateur, tout simplement. Donc le médiateur professionnel, c'est l'acteur de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être l'acteur de la reconnaissance? C'est qu'il va reconnaître la légitimité du point de vue de chacun de ses interlocuteurs. La légitimité de leur point de vue, mais dans la limite de leur savoir et aussi dans la limite de leur ignorance possible. Je vous disais tout à l'heure que dans une situation conflictuelle, si on n'a plus de reconnaissance, on est dans la surenchère, on porte des prêts d'intention négatifs, on a des interprétations négatives, on impose des contraintes à l'autre inconsciemment, hein, mais on veut imposer sa solution comme étant la meilleure. Et on s'imagine en plus qu'on sait ce que pense l'autre. C'est ça qui est très amusant, la nature humaine est très amusante. On a toujours l'impression qu'on sait ce que pense l'autre, sauf qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Et la limite de l'ignorance, elle est là. Donc la reconnaissance de la légitimité du point de vue sera fonction des limites du savoir, des savoirs de son interlocuteur, mais aussi de son ignorance. Autre reconnaissance, c'est celle de la légitimité d'intention. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes tous emplis de bonnes intentions à notre égard, c'est une réalité. Donc le médiateur va reconnaître la légitimité d'intention centrée sur la personne, bien entendu. Mais là encore, avec des limites qui sont celles des limites de la confusion identitaire dans les relations que la personne peut avoir avec les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que la confusion identitaire ? Je vais prendre un exemple très simple, mais quand on parle beaucoup de dialogue social, hein, vous en parlez beaucoup depuis hier matin, quand on est dans le contexte du dialogue social, souvent, on peut entendre nos partenaires sociaux, mais même d'autres, hein, parler en utilisant le « on ». Mais on a toujours fait comme ça, et on avait dit que... Mais c'est qui le « on » ? C'est qui ? C'est les consignes nationales, c'est vous, en tant qu'individu, vous pensez quoi ? C'est ça le travail du médiateur, et c'est ce que veut dire la responsabilisation et l'implication. C'est à travers ce chemin-là qu'on peut aider les autres à réfléchir. Le dernier point de reconnaissance sur lequel le médiateur professionnel va travailler, c'est sur la légitimité d'action de son interlocuteur, mais là encore, avec des limites qui sont celles de ses compétences, de ses savoir-faire, mais aussi les limites de la maladresse, de sa maladresse, parce que on est tous maladroits en fait. Ça, il faut qu'on l'ait bien tous à l'esprit. Nous sommes tous maladroits. Quand on est convaincu d'avoir raison, on n'est pas toujours très très adroit dans la façon de le dire. Et ça, encore, ça relève bien de la qualité relationnelle. On est empli de bonnes intentions, hein, mais on n'est pas forcément adroit dans la manière de les exprimer. En termes d'approche, donc le médiateur professionnel va favoriser l'approche en altérité. Alors l'altérité, c'est simplement être centré sur l'autre, hein, à travers le processus que je vous ai très rapidement expliqué juste avant. La posture d'altérité va permettre d'échanger avec les parties en présence de façon totalement égalitaire, de les conduire à une libre décision, de les emmener sur le terrain de la négociation contributive, à partir bien évidemment du processus très structuré qui est celui de la médiation professionnelle. Ça leur permettra d'aboutir à un libre accord. Cette approche-là va permettre à chacun d'être soutenu dans sa quête de responsabilité. Et ça, c'est très, très important. C'est le contraire de l'approche en adversité. Quand on est dans l'adversité, on va imposer in fine une contrainte. Il y aura une décision qui sera prise in fine, c'est sûr, mais ce n'est pas forcément une décision qui fera consensus auprès des parties en présence. Peut-être que s'il y a 2 personnes en présence, il y en a une qui sera satisfaite, l'autre pas, mais en tout état de cause, l'adversité ne permet pas de traiter le volet émotionnel qui est un des éléments constitutifs du conflit. Les issues d'un conflit, elles existent toujours, quelle que soit l'approche qu'on utilise, qu'il s'agisse d'une approche en adversité ou une approche en altérité. En altérité, on va parler de résolution de conflit, parce que le conflit, il est résolu in fine. Il y aura 3 issues possibles: la reprise de la relation telle qu'elle existait préalablement, l'aménagement de cette relation, ou la rupture, parce que la rupture, c'est aussi une issue, si elle est décidée conjointement. En tout état de cause, quelle que soit la solution retenue, elle aura été retenue sur la base de l'entente. Elle aura été
négocié de façon contributive. La gestion du conflit en adversité, parce qu'on n'est plus sur de la résolution de conflit, en adversité, on est sur de la gestion de conflit, on fait un peu comme on peut. Il y a 3 issues possibles aussi, hein. Celle de l'abandon, c'est-à-dire qu'il y a une fuite quelque part de quelqu'un, celle de la domination, mais qui peut générer une révolte, ou celle de la résignation, qui de toute façon maintiendra la méfiance. En tout état de cause, le conflit aura peut-être été géré, mais la dimension émotionnelle n'aura pas été traitée, le mal-être va demeurer et le désaccord également. Une fois qu'on a dit tout ça, puisqu'il est question dans votre congrès de solutions, d'outils en matière de dialogue social, la médiation professionnelle et la qualité relationnelle apportent des perspectives possibles à l'hôpital, perspectives auxquelles, vous l'aurez compris, je crois beaucoup. Donc l'hôpital, c'est quoi? Je ne vais pas vous en faire l'explication, vous le connaissez tout aussi bien que moi, mais l'hôpital, il y a d'abord ce qui le fait. Ce qui le fait, c'est la loi, c'est le statut, c'est la réglementation, c'est toutes les normes que vous connaissez aussi bien que moi. L'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Il produit du soin. Il produit du soin, il prend en charge des personnes âgées dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entre autres, ou en USLD, etc. Mais il y a aussi ceux qui font à l'hôpital. Et c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse, ceux qui font. À côté de ça, nous avons une stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail, dont vous avez longuement parlé au cours de ces deux jours. Prendre soin de ceux qui nous soignent, sans S à soin, vous m'excuserez. Prendre soin de ceux qui nous soignent. Cette stratégie, elle a prévu la nomination d'un médiateur national, ça a été évoqué encore ce matin. Édouard Couty a été nommé médiateur national en janvier 2017. Nous sommes toujours dans l'attente du décret qui va mettre en place le réseau, qui va décliner en tout cas le réseau régional de la mission Couty. Mais ce réseau régional, et Édouard Couty le disait, l'a redit au Congrès des médecins du travail la semaine dernière, et il y a eu plusieurs communiqués, tant Dépêche APM que dans Hospimédia, pas plus tard qu'hier, il explique bien que ce réseau-là n'a pas vocation à intervenir en local s'il n'y a pas eu de solution en local. En d'autres termes, il faut que nous nous organisions à l'échelle locale pour apporter des réponses en matière de médiation, et c'est seulement en cas d'échec à l'échelle locale que le médiateur régional sera amené à intervenir, et c'est seulement si échec du médiateur régional qu'à ce moment-là, le médiateur national interviendra. On voit bien que les choses sont aussi à créer à notre niveau. Si on met en place un médiateur professionnel au sein de chaque GHT, alors au sein de chaque GHT ou à l'échelle de plusieurs GHT, selon la taille des groupements hospitaliers de territoire, qui sont tous différents d'un territoire à l'autre, ça on le sait. Si on met en place un médiateur à ce niveau-là, déjà on va avoir une réponse locale. On va disposer d'un expert en ingénierie relationnelle, en résolution de conflits également, mais des conflits qui peuvent être interpersonnels ou collectifs. Nous connaissons tous ça dans nos établissements. On va avoir un professionnel de la médiation qui va être indépendant, neutre, impartial, garant de la confidentialité, les 4 piliers, intrinsèquement liés à la posture du médiateur. Ça permet de disposer d'une réponse immédiate pour chaque établissement qui est confronté à une situation conflictuelle. Donc si on peut éviter la situation de crise, c'est quand même pas mal. Surtout la situation de blocage, parce que le conflit mené à son extrême peut vraiment générer des situations de blocage majeures au sein de nos établissements. Ça permet également de disposer d'un conseiller en matière de prévention des risques psychosociaux, d'informateur à la qualité relationnelle en interne, et d'une compétence spécifique qui va permettre d'améliorer à la fois la qualité de vie à l'hôpital grâce aux entretiens à la qualité relationnelle, mais qui va permettre surtout d'apporter un éclairage nouveau et qui peut en plus accompagner tous les managers de proximité, voire les directions, dans une approche nouvelle pour faciliter les relations au sein de l'établissement. Ça permet accessoirement aussi d'être dans une optique qui est quand même celle qui est prescrite, de mutualiser
les compétences à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire et d'harmoniser les pratiques professionnelles. On l'a vu dans la table ronde de cette fin de matinée autour des GHT, justement, où l'un des intervenants disait que parfois les professionnels ne se parlent pas quand on travaille autour de la qualité relationnelle et qu'on permet justement d'adapter son langage et qu'on permet à chacun d'évoluer dans son approche en matière de dialogue et de qualité relationnelle. Je ne sais pas quoi trouver d'autre comme mot parce que ça me parle tellement, vous m'excuserez, je répète beaucoup, mais c'est tellement ça. Quand on travaille sur ce segment-là, on améliore énormément de choses. On peut mettre en parallèle aussi un dispositif de médiation professionnelle interne. La médiation professionnelle interne, c'est l'intervention d'un médiateur, tout simplement, professionnel, qui va assurer une permanence au sein de chaque établissement. Alors, le rythme, c'est à définir, ça peut être une journée par mois. L'essentiel, c'est que ce projet-là soit porté à l'échelon institutionnel, mais avec les partenaires sociaux, qu'il y ait une communication qui soit faite en amont, qu'on présente bien le dispositif. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur, quel va être son rôle. Et cette permanence assurée, encore une fois dans un rythme à définir, au sein de chaque établissement, va pouvoir permettre de mener des entretiens à la qualité relationnelle et de réaliser aussi des médiations si besoin est. Il y a un constat, et ça a été vérifié, c'est que plus la qualité relationnelle augmente dans une structure, dans une organisation, quelle qu'elle soit, plus la conflictualité interpersonnelle diminue. L'absentéisme diminue et les relations professionnelles s'améliorent. C'est quand même pas neutre. Et ça, ce sont les entretiens à la qualité relationnelle qui permettent ça grâce à l'approche en responsabilisation et en implication. Parallèlement, le dispositif de médiation professionnelle interne permet de remplir aussi l'obligation de prévenir toute souffrance au travail. Donc on est clairement dans la prévention des risques psychosociaux. Pour illustrer un petit peu mon propos, je voulais juste partager avec vous une expérience menée par un de mes collègues médiateurs professionnels qui s'appelle Jésus Rubouillot et qui a installé ce dispositif à la SIC Oval de Toulouse il y a quelques années maintenant. Il nous a fait cette présentation au congrès interrégional de la FHF il y a 2 ans maintenant pour montrer sur 3 années l'évolution. Donc vous le voyez, quand il a installé son dispositif, très peu de sollicitations. 0 et 1. 1 pour les entretiens, 1 pour la médiation, pardon. Non, 1 pour les entretiens à la qualité relationnelle, c'est tout petit, excusez-moi. Les entretiens à la qualité relationnelle, c'est la courbe bleue. Le nombre de médiations, c'est la courbe orange. Ce qu'on observe sur 3 ans, c'est que plus les entretiens à la qualité relationnelle augmentent, plus le nombre de médiations diminue. Logique, puisque les relations s'améliorent au sein de l'entreprise. Ce qu'on ne voit pas sur ce graphique-là, c'est que là encore, sur les données d'absentéisme, l'absentéisme a beaucoup diminué, simplement parce que ces entretiens à la qualité relationnelle ont permis de redonner du sens aussi dans les échanges internes à l'établissement, entre tous les professionnels. Et quand on redonne du sens, on croit un petit peu plus en ce qu'on fait, on croit un peu plus à l'avenir, et on se sent moins en situation de souffrance au travail. Donc voilà. Juste un petit exemple rapide pour vous montrer ce que ça peut apporter, y compris à l'hôpital. Pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient aller un tout petit peu plus loin, donc quelques références d'ouvrages, si le cœur vous en dit. Le premier a été cité tout à l'heure. Il y en a un autre qui s'appelle Pratique de l'ingénierie relationnelle, et je vous ai mis aussi les références de l'école, de la chambre, du code de déontologie, et également l'annuaire. Je vous remercie pour votre écoute. Fabienne Guichard, merci beaucoup. J'arrive vers vous. Passionnant. Est-ce que quelqu'un a une question sur cette médiation professionnelle qui a pour but d'apaiser les rapports et d'avancer ? Absolument. De construire ensemble. Alors moi j'en ai une, très concrète. Vous parliez à l'instant de l'entretien à la qualité relationnelle. Oui. Entretien
qui permet de faire baisser les médiations si c'est suivi régulièrement, enfin, s'il y a beaucoup de candidats. Comment ça se passe concrètement un entretien à la qualité relationnelle? Comme se passe un entretien préparatoire à la médiation, tout simplement. Vous recevez quelqu'un dans votre bureau? Le médiateur aide à l'expression des mots, mais en responsabilisant et en impliquant, tout simplement. C'est vraiment une position d'accompagnement, en fait. On pourrait appeler ça du coaching. Hein, mais c'est ça, on est en situation individuelle ou on est en situation... L'entretien de la qualité relationnelle, oui, ce sont des entretiens individuels, absolument. Vous avez mais la technique un est la même. agent qui est malheureux, entre guillemets, dans son quotidien, et vous le recevez pour qu'il puisse exprimer ses difficultés. Absolument. Donc c'est du pur quotidien, en fait, c'est ça. Et ça permet de dénouer... C'est ça. C'est en cela que c'est intéressant d'avoir des permanences comme ça, qui sont bien identifiées et bien fléchées, puisque les agents viennent spontanément. Il n'y a pas de notion de planification d'entretien. Ça peut être, il faut choisir un local qui soit un petit peu préservé, parce qu'ils n'ont pas forcément envie non plus. Il faut respecter cette confidentialité, c'est ça dont vous parliez à l'instant. C'est un peu la même approche qu'avec le psychologue du travail. L'agent qui souhaite aller voir le psychologue du travail, même quand bien même il a pu être invité à le faire, il n'a pas forcément envie que tout le monde le sache. Donc il faut organiser aussi le lieu de manière à garantir cette confidentialité. Et alors un médiateur au niveau d'un GHT, ça coûte cher? Ah, une question toute bête, mais comme tout est... Ça se négocie. Ça se négocie. C'est comme tout. Une question peut-être? Oui, madame. Est-ce qu'il y a un micro? Oui, il arrive le micro. On va vous entendre. Madame en blanc ou en gris clair. Vous dites que vous avez mis en place cette démarche dans votre établissement hospitalier et que ça a contribué à faire diminuer l'absentéisme. Est-ce que vous avez quelques éléments chiffrés sur cette baisse du taux d'absentéisme? Alors, c'est pas moi qui ai mis en place ça dans mon établissement. J'aurais bien aimé, mais c'est difficile d'être directrice d'hôpital et médiateur professionnel au même endroit. Non, c'est un collègue médiateur professionnel qui l'a mis en place à la Sicoval de Toulouse. Il est là, l'exemple que je vous ai donné. Hein. Donc, dans votre établissement, aujourd'hui, ce n'est pas une méthode qui est utilisée Pas encore. La formation à la qualité relationnelle est prévue au plan de formation 2019. Et moi, en ce qui me concerne, j'utilise les mécanismes tous les jours dans les relations que je peux avoir. Mais non, on est juste au stade de la programmation de la formation en qualité relationnelle. Je vois que ça inspire. Madame, vous voulez intervenir? Ça s'adresserait à qui? Ça s'adressera à la communauté médicale, à tout l'encadrement et aux partenaires sociaux. Donc c'est extrêmement riche. Tout le monde peut devenir médiateur. Enfin, tout le monde peut devenir médiateur, oui. Enfin, la formation à la qualité relationnelle, elle dure 2 jours. Ça fait pas. On ne devient pas médiateur après. Mais déjà, ça vous donne des outils et des réflexes. C'est surtout que ça permet de comprendre que chacun a un mode d'expression et de communication qui est différent, que le sens qu'on met derrière un mot n'est pas forcément le même pour la personne qui reçoit l'information. Enfin, ça permet de décrypter tous ces mécanismes-là de la relation et d'être du coup beaucoup plus attentif après dans sa communication. En effet. C'est ça. Une question encore peut-être? Eh bien écoutez, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup Fabienne Guichard pour vos explications.